Merci beaucoup. Merci pour cette entrée en matière. J'aime toujours commencer mes présentations sur des questions un peu inspirantes, en tout cas moi qui m'inspire beaucoup. Et si la plupart des collaborateurs, des salariés, des responsables d'entreprise étaient profondément engagés dans leur travail, et si la plupart des personnes qui étant engagées vivaient bien et en bonne santé dans le cadre de leur travail, et si nous avions dans notre activité des clients qui étaient super satisfaits, vous connaissez tous le fameux wow effect, et si les jeunes générations qui sont ici, que j'ai vu notamment travailler, étaient avec leur énergie complètement bien intégrée dans leurs entreprises, et que leur énergie créative, leurs ambitions soient pas parfois éteintes après quelques mois de travail dans des entreprises qui vont peut-être, à cause de leur mode d'organisation, finalement phagocyter leurs initiatives. Ce serait quand même quelque chose d'assez chouette. Et puis, s'il y avait plus de femmes aussi qui prenaient des places de responsabilité dans des COMEX, les fameux COMEX ou les fameux CODIR, je pense que ce serait quelque chose de pas mal. Et si, et je pourrais continuer assez longtemps, les handicapés aussi, avec leur façon différente de voir le monde, pouvaient être intégrés dans certaines prises de décision, et si. Voilà. Moi, je suis passionnément heureux de vivre tous les changements que certaines entreprises traversent. Je vais me présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Jean-Sébastien Desjonquers. Je vais intervenir aujourd'hui sur un thème qui est l'agilité managériale ou le leadership agile, ou c'est quoi la transformation, c'est quoi les bonnes pratiques en fait en matière de transformation d'entreprise, parce que j'en vis beaucoup, à la fois dans des entreprises de petite taille, mais aussi dans des entreprises beaucoup plus importantes, qu'elles soient publiques ou privées. J'interviens aussi à la Commission européenne, j'interviens dans des institutions médicales, qui sont parfois des hôpitaux, parfois des grosses boutiques. Et à chaque fois, je vois des gens qui sont pas forcément très très contents de faire leur job, qui le font quand même. Je vois aussi en haut de la pyramide des gens qui prennent des sacrées décisions, mais très souvent en recyclant des vieilles recettes. Je vois aussi des gens qui, à la tête de ces entreprises, sont dans des relations d'ego qui sont parfois très très toxiques, et qui en fait ne se concentrent pas sur leur mission, mais sont en train de potentiellement flinguer leur entreprise. Donc je vois ce genre de situation énormément. Donc mon métier, je suis coach, je suis formateur, je suis conseil en transformation des organisations. Et aujourd'hui, de façon, et là je suis vraiment très, très clair, très humble, parce que c'est une matière excessivement mobile, qui est excessivement délicate, puisqu'elle touche la culture des gens, elle touche le comportement des gens. Je vais partager un certain nombre d'expériences. Et puis évidemment, je serai très heureux de profiter de vos questions pour vous dire ce que nous on a fait, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a aussi fait de moins bien, de ce qui se passe de bien, de ce qui se passe de moins bien dans certaines entreprises. Et voilà pourquoi j'ai décidé de participer à ce keynote ce soir. Donc voilà un petit peu quelques mots. Je voudrais rajouter que quand j'ai décidé de me lancer dans la transformation des organisations, je me suis rendu compte qu'il y avait des scénarios dans la gestion de projet, il y avait des trucs qui marchaient et d'autres qui ne marchaient pas. Et je me suis intéressé beaucoup, d'une part, à l'agilité, qui, comme vous le savez, parce qu'ici on est dans Hackathon, donc il y a beaucoup d'équipes qui sont super agiles. Donc, comme vous le savez, l'agilité, ça vient du monde de l'informatique. Il y a des gens qui, en mode projet, gèrent les projets beaucoup plus rapidement, avec moins de ressources, etc., plus rapidement. Donc, le monde de l'agilité, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, c'est un monde que vous connaissez. Nous travaillons sur l'agilité pas du tout dans les services de prod, pas du tout dans les services informatiques. Il y a des gens qui font ça super bien. Mais l'enjeu, c'est comment les méthodes agiles, on peut les basculer au niveau
de la stratégie, au niveau du marketing, enfin, dans tous les domaines complexes, comment l'agilité peut apporter quelque chose. Et donc, j'ai appris la question de la transformation des entreprises, mais dans un mode agile. Okay, donc, j'ai appris, et je vous ferai part de mon expérience. Pour une raison très simple, c'est que quand je suis arrivé, grosso modo, au Luxembourg, il y a quelques années, je m'intéressais à la transformation des organisations et j'ai vu pas mal de gens qui avaient été super bien coachés, super bien accompagnés pour leur prise de poste, pour améliorer leur leadership, et qui me disaient « Jean-Sébastien, c'est super, j'étais super bien coaché, je sais ce qu'il faut faire, mais je suis dans une entreprise qui est super hiérarchique, en silo, et qui est en train de me déglinguer toute ma motivation à faire ce que je fais. » Donc, je me suis dit, plutôt que d'apprendre les techniques de coaching, etc., sur les comportements, peut-être qu'il fallait d'abord apprendre à rendre une entreprise plus agile, beaucoup plus agile par rapport à son environnement. Et c'est ce que j'ai appris en quelques années avec une entreprise dont le logo est ici, Agility Board. C'est une entreprise initialement qui a découvert les métiers d'agilité dans le monde chinois. Et le monde chinois, c'est un monde qui est super agile. Quand vous regardez, moi j'ai été de nombreuses fois en Chine, quand vous regardez jour après jour comment progresse une route, c'est juste impressionnant. Les équipes chinoises sont un univers passionnant pour découvrir l'agilité. Nous, on a découvert l'agilité là-bas parce que c'était notre histoire. Et puis on a importé l'agilité en Europe, au Luxembourg, en Belgique, en France. Donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que avant de me lancer dans la gestion de la transformation des organisations, plutôt que d'aborder ça sous l'angle individuel par le coaching, je me suis dit comment on fait ça au niveau collectif. Donc j'ai appris ça. Et puis je me suis rendu compte que l'individu, c'est quand même un truc super important. Et je me suis intéressé évidemment pourquoi dans une situation comme aujourd'hui, là je suis coach, il y a des gens qui performent. Et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne performent pas ? Pourquoi il y a des équipes qui collaborent et pourquoi est-ce qu'il y en a qui collaborent beaucoup moins bien? Et c'est un sujet en fait très passionnant qui touche profondément aux comportements humains. Et donc je me suis intéressé évidemment beaucoup à la question des comportements humains, mais avec un avantage extraordinaire, c'est l'arrivée des neurosciences. Comme vous le savez, les neurosciences sortent des laboratoires depuis des années. Elles racontent des choses absolument passionnantes. En France, en Alsace, au Canada, en Allemagne, un peu partout. Il y a énormément de recherches, au Japon, etc. Et donc, je suis encore maintenant dans des recherches, des programmes de recherche. En fait, c'est plutôt de la vulgarisation de ce qu'apportent les neurosciences dans notre quotidien. Vous qui apprenez, vous qui pilotez des équipes, vous qui managez la complexité, qu'est-ce que racontent les neurosciences? Okay. Donc, en fait, moi, mon parcours, là, tel que vous me voyez là ce soir, j'ai fait un parcours en agilité de transformation des organisations, d'un côté, et puis un parcours sur les comportements humains avec l'apport des neurosciences. Et je suis profondément convaincu que l'intégration des deux, c'est-à-dire les méthodes agiles plus comprendre les comportements humains, mais derrière comment ça se passe au niveau des neurosciences, apporte des avantages excessivement puissants chaque fois qu'on les apporte dans une entreprise. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mon métier de tous les jours. Donc aujourd'hui, j'ai prévu une petite présentation. En fait, une présentation, c'est toujours un peu chiant parce qu'on se dit, tiens, il faut faire des slides, il y a des messages qu'il faut faire passer. Mais c'est un petit peu contraire à l'agilité. Quand on regarde un PowerPoint, c'est tout sauf agile. Vous êtes d'accord ? Donc, moi, j'ai très envie, alors, en dépit du fait que je suis filmé et je vois que notre ami essaye très délicatement de me suivre, mais si, il m'a pas autorisé à aller me balader entre vous, hein, donc je vais pas y aller parce que ce sera pas filmé. Mais ce qui m'intéresse, c'est déjà ici, c'est quoi votre connaissance de l'agilité? Est-ce que vous avez tous une bonne idée de ce qu'est l'agilité? Est-ce que vous pratiquez l'agilité? Est-ce qu'il y en a qui connaissent absolument rien à l'agilité? Juste savoir. On va dire sur une échelle de 0 à 10, ceux qui sont à 0, c'est qu'ils n'ont jamais entendu parler d'agilité, ils ne connaissent rien à l'agilité. 10, c'est des
champion of the world, ok. Là, j'aimerais juste savoir ceux qui sont entre 0 et 4. Donc 4, j'en ai entendu parler, mais je n'en sais pas grand-chose, ok. Ceux qui sont entre 4 et 6, on va dire, ou 7, c'est des gens qui l'expérimentent dans leur entreprise. Oui, ah oui, c'est pas mal. Et qui sont les top of the world. Non, il y a certainement ici des top. Vous êtes un top of the world? Non? Non? Ok, donc il y a pas mal de gens qui expérimentent l'agilité. Juste quelques mots sur l'agilité. Ça, c'est notre baseline chez Agility Board. Nous accompagnons des entreprises à devenir rapides, flexibles, focus et anticipatrices dans un monde VUCA. Tout le monde est familier de VUCA, qui est un acronyme qu'on utilise beaucoup. Non? Qui a déjà entendu parler de VUCA? Ok, personne. Alors, VUCA, c'est un acronyme qu'on utilise beaucoup dans le monde de l'agilité, mais dans le monde en général. C'est volatile, incertain, complexe et ambigu. Vous êtes tous des clients sur Internet ou ailleurs qui sont particulièrement volatiles. Vous changez d'avis si vous avez une proposition de valeur qui est plus sympa. Vous êtes volatile. Incertain, évidemment, rien n'est jamais comme avant. Donc, ça change tout le temps. Donc, on est dans un monde profondément incertain. Et vous savez, certains, les uns et les autres, parfaitement ce que signifie l'incertitude dans votre métier. Ensuite, complexe. Alors ça, complexe, je pense que vous êtes tous au courant que nous sommes dans un monde complexe. J'aime toujours poser cette petite question, et excusez-moi, c'est moi qui vais pas mal vous poser de questions et essayer d'interagir avec vous, parce que, au fond, moi, pitcher pendant 20 minutes, déjà, ça m'ennuie. Donc j'aime bien m'intéresser à vous, j'aime bien savoir ce qui peut vous intéresser. Et donc je vais vous poser un certain nombre de questions. D'après vous, c'est quoi les enjeux de la complexité? Enfin, c'est quoi déjà la différence entre complexe et compliqué? Je pose une petite question. Généralement, est-ce que vous pouvez me dire, parmi vous, est-ce qu'apprendre le japonais, c'est complexe ou c'est compliqué? Compliqué. C'est le bordel à chaque fois. Alors, qui vote complexe? Alors, pour vous, c'est complexe. Et pour tout le monde, c'est compliqué. C'est ça? Les deux. Vous, alors, vous auriez dû faire de la politique. C'est complexe et compliqué, c'est ça? Alors vous n'êtes pas du tout dans mon scope, vous n'êtes pas du tout... Mais alors prenez une langue que vous ne connaissez pas. Alors d'après vous, pour vous qui avez choisi le mot compliqué par rapport à l'apprentissage du japonais, pourquoi est-ce que vous pouvez dire si facilement, pour notre ami, que l'apprentissage du japonais, c'est compliqué? Il y a beaucoup de règles, je dis ça parce que j'ai pas l'occasion de... Il y a beaucoup de règles, quoi d'autre? Des signes différents, et c'est pour ça que c'est compliqué? Une culture différente, ok. Alors mademoiselle a parfaitement résumé. La différence entre complexe et compliqué, c'est la courbe du temps. D'accord? Vous prenez une courbe du temps, alors j'essaie de mimer la courbe du temps, vous voyez. Mademoiselle a raison. Si vous mettez de l'ambition, de la motivation, de l'énergie, des stratégies d'apprentissage, il est quasi certain qu'avec 50 heures, 500 heures, 5000 heures, à la fin, vous allez comprendre le japonais, vous allez parler le japonais. Le problème d'un problème complexe, c'est que vous pouvez mettre l'énergie que vous voulez, mais absolument toute l'énergie, la motivation que vous voulez, vous ne résoudrez jamais le bazar. C'est impossible. Donc la courbe du temps permet d'expliquer la différence entre complexe et compliqué. Et par conséquent, dans un monde éminemment complexe, où tout se transforme, vous avez bien compris, la langue japonaise, dans le temps, elle ne mute pas. Mais quand vous gérez un projet, il y a Robert, Roger, il y a un moment où il est motivé, il n'est pas motivé, il est fatigué, parfois il va être totalement toxique sur le projet. Il dit oui, c'est un super projet. Il appuie sur le frein parce qu'il ne veut pas changer, parce que ça l'emmerde de changer de système. Ok? Donc vous savez très bien de quoi je parle. Ça, c'est complexe.
Parce que vous avez quand même des livrables, vous avez des projets à terminer, vous avez des budgets, vous avez des gens qui attendent que ça soit fait. Comment vous gérez cette complexité, d'après vous? Comment vous gérez cette complexité? Eh bien, l'agilité donne des réponses dans ses rituels, dans sa façon de procéder. C'était juste pour vous permettre de comprendre que pour nous, chez Agility Board, mais c'est le cas de beaucoup de gens, pour nous, la complexité, une des choses formidables de la complexité aujourd'hui, c'est que ça ne passe naturellement que par des conversations à haute valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça veut dire une conversation à haute valeur ajoutée? C'est qu'autour de la table, et là tout autour de la table, il y en avait plusieurs qui travaillaient sur des projets différents, il y en a un qui dit quelque chose, et puis il y en a un autre qui dit autre chose, et puis il y en a un, etc. Chacun a un point de vue différent sur un problème complexe. Et vous voyez bien que plus vous mettez autour de la table des gens qui ont un avis différent, plus vous avez un moyen potentiel de réduire la complexité d'une histoire. En revanche, si vous mettez un manager dans l'équipe qui, par son ego, qui par sa posture dominante, va dire « Vous savez les gars, moi je sais, j'ai de l'expérience ». Et grosso modo, il induit « Si vous avez une autre idée que la mienne, vous êtes mort ». Ok ? Donc, vous comprenez, si vous avez un type comme ça qui est dominant et qui va dominer les autres par parfois des bonnes idées d'ailleurs, il n'y a pas que des mauvaises idées, mais aussi une posture qui va ne pas laisser la place aux alternatives, à des alternatives créatives, ça, c'est pas forcément la bonne façon de gérer la complexité. Deuxième truc, et ça je le fréquente beaucoup, et surtout, on va dire plutôt en France, quand vous avez autour de la table des gens qui viennent des mêmes milieux familiaux, même milieux d'école, hein, vous avez autour de la table 3 types qui sont de Polytechnique, j'ai rien contre Polytechnique. 3 types qui sont de HEC, j'ai rien contre HEC. C'est pas la question. C'est comment j'apprécie la diversité de points de vue autour de la table. Et d'ailleurs, quand vous allez regarder le board de chez Google, de chez Airbnb, etc., tous les boards de ces entreprises dont on dit souvent que voilà, ce sont des entreprises agiles qui performent, vous regardez l'âge des gens qui sont recrutés. Ce sont des gens qui sont généralement très jeunes et qui sont toujours recrutés parce qu'ils ont une variété d'expériences absolument incroyable. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils se sont plantés, ils ont recommencé, etc. Ils ont une diversité et autour de la table, vous avez cette diversité de points de vue dans les RH, dans l'international, dans les finances, etc. La diversité de points de vue est le meilleur moyen de gérer la complexité. Plus vous tuez cette complexité, plus vous vous donnez des chances de mourir demain. Je dis mourir demain parce que si vous êtes dans une entreprise, c'est pour qu'elle se pérennise. Et dans un monde, vous avez compris, où c'est volatile, incertain, complexe et ambigu, toutes les décisions de demain doivent être singulières. Alors il y a des trucs qui doivent pas forcément sortir de la cuisse de Jupiter, mais dans la plupart des cas, vous devez inventer toujours des choses spécialement singulières et innovantes. Donc, pour innover, vous devez être capable de gérer de la complexité. Et pour gérer de la complexité, vous devez accepter qu'autour de la table, vous ayez des conversations à haute valeur ajoutée. Et pour avoir des hautes valeurs ajoutées autour de la table, vous devez avoir des gens qui se respectent, qui sont engagés, qui sont motivés, etc., etc. C'est pour ça que la partie comportementale est excessivement essentielle dans ces projets de transformation. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, les grands enjeux dans nos entreprises, mais c'est le cas aussi de l'université, c'est le cas de l'ensemble des pressions que nous subissons. Premier enjeu, alors ça, c'est pour signifier le wow effect du client. Vous devez avoir des clients qui soient super satisfaits et qui soient capables, en très peu de temps, d'être transformés en ambassadeurs. Vous connaissez cette histoire. Sauf que le nombre de clients super satisfaits n'est pas toujours là. Et aujourd'hui, c'est un enjeu pour les banques, pour les universités, pour n'importe quelle entreprise qui se respecte. Sinon, volatilité, tac, on va chez celui qui me crée le plus de valeur. Ensuite, ça c'est facile à comprendre, c'est le désengagement des collaborateurs. Il y a des statistiques
qui donne des chiffres assez hallucinants sur le taux d'engagement des collaborateurs ou de désengagement. Ça peut avoisiner 70, 80 ou parfois 90% selon les pays. Donc ça, c'est comment on intègre les générations, les nouvelles générations, et surtout comment on les intègre avec leur pouvoir transgressif et qui est super important. Moi, je rentre dans une équipe, j'ai l'âge que j'ai un point de vue, mais il y a des choses qui se passent dans le monde d'aujourd'hui, et je suis certain que plein des grands talents qu'on voit autour des tables, qui ont entre 20, 25 ans, même un peu plus, ils savent des choses que moi j'ignore complètement. Ils sont dans un mode de pensée qui n'est pas mon mode de pensée, d'accord ? Et intégrer ces talents, c'est super important. Et le problème, c'est que la plupart des entreprises que j'accompagne, bah oui, tu vas faire ton stage, ouais, tu es dans ta mission professionnelle, mais dans l'ensemble, ferme ta gueule. Excusez-moi d'être un peu vulgaire, alors que ça serait quoi ton idée ? Ce serait quoi ton point de vue sur ce qu'on est en train de vivre ? Heureusement, il y a des gens qui valorisent ça, mais c'est pas assez fréquent. Et puis, dernier truc, d'après vous, pourquoi est-ce que j'ai mis cette image de la laitière ? Vous n'avez pas une idée ? Je sens que ça vous inspire. Oui ? Non ? Ah oui ? Oui, c'est intéressant. Des conditions de travail agréables. Si, mais moi j'aime bien. Comment ? Vous dites ? Des conditions de travail. Quoi d'autre comme idée ? Le savoir-faire, oui. La pérennité. Vous voyez, je mets une image pour inspirer un truc. Heureusement que je vérifie parce que moi j'avais mis cette image pour une autre raison. Non, c'est qu'on veut tout. Le lait, la crémière, etc. Ah oui. Vous savez, c'est le syndrome tout, toujours plus, mieux, moins cher. Mais je retiens vos propositions aussi. Donc vous avez compris, on est dans un monde où on met une très très forte pression. Et donc tout ça nous amène à savoir dans quel type d'entreprise on veut vivre. Alors l'agilité, je vous raconte ça en 2 mots pour vous expliquer. Posez-vous la question dans quel type d'entreprise vous bossez. Ce schéma, on l'utilise souvent. Donc vous voyez, au début, vous avez un mode start-up, comme toutes les boîtes qui sont ici, elles sont dans un mode start-up. Elles sont agiles, elles anticipent, elles innovent, elles collaborent, il n'y a pas de problème. Après, ça se complique, il faut que la boîte se structure. Donc la forme pyramidale est une forme qui est très souvent développée. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça a souvent été le cas de notre histoire industrielle dans la plupart des modes d'organisation. Et puis, l'entreprise, avec le temps, eh bien, elle s'est complexifiée. Il y a des satellites, il y a des silos, des machins, des trucs, etc. C'est le bordel. Aujourd'hui, l'idée, c'est 2 choses. C'est comment garder la structure de base et comment créer des équipes qui vont redonner de l'agilité à des entreprises qui ont perdu cette agilité. J'ai pas eu le temps de vous le redire, mais l'agilité, c'est une compétence dynamique. Je répète, l'agilité, c'est une compétence dynamique et collective qui permet la performance collective. Pourquoi faire ? Pour toucher des nouvelles opportunités, pour éviter des nouvelles menaces. Okay ? Donc c'est une performance collective au service d'un projet d'entreprise dans un monde VUCA, donc volatile, incertain, complexe et ambigu. D'accord ? Donc l'agilité, c'est ça. Et les grands enjeux aujourd'hui des entreprises, ceux qu'on voit en tant que consultant, coach, formateur, mon entreprise, il y a un modèle, il ne marche plus. Il y a un modèle, il ne marche plus. Tout le monde est au courant. Nos salariés, nos actionnaires, nos clients, nos concurrents. Il faut qu'on change de modèle, mais changer de modèle, donc changer potentiellement de culture, ça fait flipper ceux qui dirigent ces entreprises. Et c'est normal, et c'est pas facile de changer de modèle. Donc aujourd'hui, comment remettre de l'agilité dans l'organisation ? Ça, c'est un des grands enjeux de notre métier dont je vais vous parler sur des petits exemples. Notre métier chez Agility Board, c'est 2 choses. C'est comment rendre une société qui était super complexe beaucoup plus agile
Et puis, comme certaines startups, prendre une startup qui va grandir, mais maintenir le degré d'agilité dans la boîte. Donc ça, c'est notre métier. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu? À quoi ressemble une transformation? Une transformation, c'est un truc super transgressif. C'est un truc qui est complètement chaotique. Quand vous lancez tout projet de transformation, digital ou pas digital, vous êtes au pied d'un précipice. Mais vraiment, vous allez vers quelque chose dont vous ignorez tout. La culture, qu'est-ce qu'on va trouver? Comment ça va se faire, l'histoire? Et j'aime bien l'image d'après vous, c'est quoi ça? Enfin, je demande à ceux qui ont répondu sur la première image, automatiquement, vous pensez que c'est quoi? Ça, c'est un précipice. Oui, alors c'est intéressant. C'est quoi? Une déchetterie. Oui, alors vous voyez, j'ai bien choisi mes images. Non, c'est de l'eau en ébullition. Et quand vous regardez une casserole en ébullition, vous regardez, c'est imprévisible de savoir où les bulles... D'ailleurs, il y a des gens qui font des recherches spécialement dans ce domaine pour savoir où la bulle va éclater. Hein, il y a des gens qui travaillent, qui sont financés là-dessus. Hein. Non, mais c'est vrai, hein, sur le chaos. Mais une entreprise qui se transforme, c'est totalement imprévisible. C'est un peu comme une bouilloire et donc il faut être capable de supporter le choc. Et ça, c'est pas très intéressant. D'ailleurs, le PowerPoint qui est ici, il y en a qui font des photos. S'il y en a certains qui veulent les slides, il n'y a aucun problème, elles sont à votre disposition. La question, c'est comment on entraîne des gens à aller vers l'agilité. Comment on rend l'agilité à une entreprise. Et ça c'est le gros challenge. Et d'après vous, vous avez une idée de comment on rend une entreprise agile? Vous avez une petite idée de comment on le fait? Moi, je vais vous le raconter avec mes mots à moi. Tout à l'heure, j'ai assisté à une conférence où, très honnêtement, je n'ai rien compris. Le blockchain, non, je vous dis, c'était super. Moi, je voulais assister. J'ai apprécié vos questions en tant qu'économiste. J'ai trouvé que la dernière était très pertinente. Mais dans l'ensemble, j'ai eu du mal à suivre cette conversation qui était super technique. Moi, j'avais vraiment du mal. Hein, et ça, c'est... Donc moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de technique. La seule chose que je connaisse bien, c'est le fonctionnement de notre cerveau et de nos interactions avec les autres. Ça, c'est ma spécificité, c'est ma compétence. Mais je ne vais pas vous parler d'un truc très technique. Et très franchement, quand je me balade dans les équipes qui savent travailler sur des capteurs, des machins, je suis admiratif. C'est pas du tout mon univers. Moi, mon univers, c'est les gens, la façon dont ils interagissent, pourquoi ils interagissent pas bien, et qu'est-ce que racontent les neurosciences là-dedans. Je disais ça parce que j'étais vraiment impressionné par la conférence sur les blockchains. Ça m'a mis une grosse pression pour... Je me suis dit comment faire que ma conférence soit aussi technique, quoi, aussi. Et je me suis dit je vais pas y arriver. Mais plus sérieusement, la conférence sur les blockchains m'a invité à ceux qui l'ont piloté à être la grand-mère à qui il faudrait expliquer clairement le blockchain. Moi, je veux bien faire la grand-mère. Vous pouvez me donner le prénom que vous voulez, je veux bien faire ça, pourvu que je comprenne le blockchain, dont tout le monde parle, effectivement, dans l'industrie. Alors, plus précisément, le comment. Je vous explique généralement comment ça se passe. Quand on nous fait venir en tant que consultant, généralement, c'est souvent la même histoire qui se passe. C'est souvent le patron de l'entreprise qui constate avec ses actionnaires que ça fonctionne de moins en moins bien. On perd de la marge, on perd des clients, les employés sont de plus en plus insatisfaits par leur boulot, il y a du turnover, il y a des burn-out, bref, ça fonctionne plus très bien. Et le patron de l'entreprise nous fait venir en disant « Écoute, faut qu'on change vraiment des trucs ». Généralement, il fait ça avec sa DRH. Parfois, sa DRH, elle a été formée au changement. Parfois, elle n'a été jamais formée à la conduite du changement. Et parfois, la DRH, elle est aussi une des actrices qui va appuyer le plus sur la pédale du frein. Je dis, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent ce qui se passe.
Et donc, vous avez le patron d'entreprise qui vient nous dire en disant, voilà tout ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que tu pourrais nous aider à... enfin, je ne suis pas tout seul, hein, on a une équipe. Est-ce que tu pourrais nous aider à faire que notre entreprise fonctionne mieux parce qu'il y a quand même des signaux très, très alarmants. Notre pitch est toujours le même. Est-ce que toi, tu es prêt à changer? Est-ce que toi, tu es prêt à donner l'exemple? Est-ce que tu es prêt à installer une culture dont tu sois le représentant de façon très nette, très, très visible? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, être le représentant exemplaire, etc., etc. Oui, je veux dire, tu veux installer une culture de l'innovation, est-ce que tu es d'accord de laisser des autorisations à tes collègues de se planter dans certains domaines de leur entreprise? Mais qu'est-ce que tu veux dire se planter exactement? Ben oui, de faire des expériences, de rater, de se mettre en mode agile, j'expérimente, je rate, je recommence, etc. Oui, mais pas quand même partout dans l'entreprise. Non, 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 non. Je dis, est-ce que tu serais prêt à expérimenter dans certains endroits d'entreprise où ça déconne, un mode de fonctionnement différent, alternatif? Oui, d'accord, ok, très bien, ça c'est intéressant. Donc le rapport à l'erreur, le rapport à l'échec, tu es prêt à l'envisager? Ok, très bien. Ensuite, on est en train de lui poser des questions sur lui en tant que manager, en tant que leader. Est-ce que tu es exemplaire par rapport aux valeurs de ton entreprise? Bien sûr, je suis exemplaire au niveau des valeurs de mon entreprise. Explique-moi quelles sont ces valeurs. Oh, bah oui, centricité client, sécurité, machin, etc. Ok, cher ami, donne-moi tous les comportements qui me permettent à toi ainsi qu'à tes collaborateurs de dire que ces valeurs sont réellement vécues comme telles dans la boîte. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et je dis, oui, comment la valeur centricité client dont tout le monde parle, eh bien, c'est vécu comme tel par la plupart de tes collaborateurs à tous les niveaux. Oui, c'est une bonne question. Je dis ça parce que moi j'ai travaillé sur une enseigne de la distribution qui s'appelle Deleuze, qui présente, enfin c'est un peu, c'est de la distribution comme Carrefour, hein, c'est ça? Eh bien, vous avez la centricité client et quand vous allez dans un Deleuze, enfin quand vous alliez dans un Deleuze et que vous posiez une question à quelqu'un qui s'occupait des rayonnages, eh bien effectivement la personne visiblement n'avait pas l'air très concernée par ma demande et donc la centricité client en termes de comportement, il l'avait pas encore complètement intégrée. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au début, le plus difficile, c'est de s'adresser à des managers, des top managers qui veulent que des choses changent chez eux et qui ne veulent pas se donner le temps d'être exemplaires, de prendre le temps de se transformer eux-mêmes pour porter les changements qu'ils veulent envisager à tous les niveaux de leur entreprise. Et généralement, ça donne ça comme type de situation. Cher ami, moi, je n'ai pas envie de me transformer, je te paye, mais tu transformes mes équipes. Je lui dis, c'est sympa, on a passé un bon moment, mais, cher ami, ça ne marchera jamais. Oui, mais quand même, si, ça devrait le faire. Non, ça ne marchera jamais. Ça marchait il y a 10 ans, ça marchait il y a 15 ans, ça marchera de moins en moins, ce genre de système. Autre réponse. Ok, avant que je me transforme, pour rendre mes équipes un peu plus agiles, on va leur faire des petites formations sur le sujet. Ok, donc on va saupoudrer des programmes de formation sur l'agilité managériale, etc. Ok, donc ces gens ont de la formation, ils ont des programmes pour devenir des leaders agiles, machin, etc. L'entreprise reste exactement la même, et donc ça fait des gens qui ont une plus grande conscience de comment être leader, mais dans un système à la con. Donc ça fait des frustrés. Vous voyez le... Hier, j'ai fait 2 jours de formation au sein d'un hôpital à Luxembourg, programme leadership agile, enfin leadership positif, pardon, c'était les bases des neurosciences pour développer son leadership. Les gens m'ont dit très clairement, dans notre environnement, tu nous aides à devenir des meilleurs leaders, mais on ne peut rien en faire. On va se casser les dents à essayer d'être leader dans un environnement qui ne nous le permet pas. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que notre travail de transformation, elle commence toujours en haut de la pyramide.
Et parfois, c'est assez rock'n'roll parce que, je vous dis, la plupart du temps, les gens n'ont pas envie de représenter ou de faire le job. Il y en a qui veulent faire le job. Et ça, c'est formidable. Il y en a de plus en plus qui veulent faire le job, qui disent, OK, je sais que je suis un peu un manager tyrannique, je sais que je suis un petit peu pas forcément bien, comment dirais-je, je suis pas forcément bien câblé pour faire cette transformation, mais j'ai envie de me transformer. C'est là où le coaching est un outil vraiment utile. Donc on coach les managers, les top managers, et tant qu'on n'a pas des gens qui sont alignés avec le projet, on ne bascule pas, c'est-à-dire on ne cascade pas le truc au niveau des équipes. Ça, c'est un truc qu'on ne fait jamais. Donc, à partir du moment, enfin j'essaie de vous l'expliquer assez simplement, première étape, on essaie de rendre les top managers vraiment porteurs de la transformation qu'ils veulent, en termes d'agilité, en termes de valeur, en termes de comportement. Ça peut durer 3 à 4 à 5 mois, mais tant que ces gens ne sont pas corrects dans leur comportement, eh bien, on ne fait aucune transformation. Quand ces gens sont beaucoup plus au clair sur comment j'interagis avec Roger, Gérard, machin, alors qu'il y a quelques mois, on se criait dessus, ou on s'engueulait, ou on ne se disait pas les choses, tant qu'on n'a pas vérifié ça, on ne transforme pas une entreprise. À partir du moment où on voit que les gens ont compris que c'était important de changer, qu'ils ont les bonnes attitudes, les meilleures attitudes pour le faire, à ce moment-là, on fait un truc qui est très intéressant. On recrute des ninjas. Alors, des ninjas, enfin, vous êtes d'accord, c'est pas des ninjas, des vrais ninjas. Les ninjas, pour nous, c'est des vrais évangélisateurs, ce sont des vrais activistes, ce sont des gens qui ont compris qu'il fallait changer. Et parmi les gens qui ont envie de changer, ce n'est pas forcément ceux qui sont au bon poste de la pyramide et de l'organigramme. C'est des gens qui sont jeunes, qui ont du talent, qui ont compris qu'il fallait changer. C'est parfois des gens de la génération Y, enfin en tout cas des gens qui veulent transformer la boîte. Et on forme ces ninjas. On forme ces ninjas pour qu'ils deviennent des très bons coachs, pour qu'eux-mêmes parlent aux équipes de comment transformer la boîte. Etc. Quand on a fait le job avec les ninjas, les ninjas ils vont sur le terrain, et c'est vrai dans des boîtes qui font 2000, 3000 ou plus de 10 000 ou 15 000 salariés, et ils vont évangéliser les gens qui doivent utiliser les méthodes agiles que vous connaissez. Donc les méthodes agiles, c'est un principe d'itération, on itère, et à chaque fois qu'on fait une itération, on essaye d'améliorer ce qu'on fait. C'est un principe d'amélioration continue. Donc, dans ces principes d'agilité sur lesquels je n'ai pas envie de revenir, sauf si certains ont des questions, il y a des répartitions de rôles, il y a des Scrum Masters, il y a des rôles qui sont attribués dans la méthode agile, si vous voulez. Nous, on popularise ces méthodes avec des gens qui portent ces valeurs de façon très nette. Mais ces gens qui ont été recrutés ninja, on les a choisis aussi parce qu'ils ont des qualités humaines et comportementales et qui sont capables de porter ce projet. On les choisit en connaissance de cause, sans quoi ce projet se transforme en rien du tout ou un projet de communication. Donc, nous, notre méthode, elle est très très portée sur, encore une fois, sur l'humain. Donc, je vous ai marqué des notions comme alignement, comme authenticité, comme intégrité. Je vous dis authenticité, par exemple. Être manager aujourd'hui et être manager authentique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, chers amis, je ne sais pas résoudre le problème. Je sais pas, j'ai pas la solution au truc. Peut-être que vous avez la solution, donc aidez-moi à trouver la solution. Donc l'authenticité, inviter les managers à lâcher du pouvoir et à se permettre d'être authentiques, c'est pas si simple pour certains. Et puis, il y a l'intégrité aussi, qui sont des valeurs très importantes. Je les mets comme ça, mais autour de chacun des mots, on travaille avec les gens beaucoup autour de ces valeurs en termes de comportement. Qu'est-ce que je voulais vous dire autour de ce que je suis en train de vous raconter ?
J'aimerais, pour terminer, avant de terminer, j'aimerais vous faire un petit exercice, une petite expérience collective, parce que j'ai besoin de vous. Vous êtes d'accord de m'aider? Qui ne veut pas m'aider? Ok? Donc j'aimerais que pendant... on va terminer par ça, et j'aimerais que, si on n'a pas trop dépassé le temps, vous fassiez un petit exercice sur une question assez simple, et en fait pas si simple que ça. J'aimerais que, à 3 ou 4, pendant 3, 4, 5 minutes, vous me donniez des conseils pour inviter mon collègue Roger à changer d'habitude. D'accord? Roger, lors d'un codir, parle spécialement mal à Edita, qui est la responsable financière, et Roger, je n'arrive pas à lui faire changer d'habitude. Et donc, j'aimerais que pendant 3-4 minutes, vous réfléchissiez en disant Jean-Sébastien, il a besoin d'un coup de main, il ne sait pas comment faire changer une habitude, je vais réfléchir comment lui donner 1 ou 2 conseils. Donc je vous laisse réfléchir exactement 4 minutes ou 5 minutes, je vais mettre un peu de musique, et ensuite je vais passer dans les groupes pour voir quelles sont les idées que vous proposez. Oui, mademoiselle? Je suis son responsable. On va dire, merci de rentrer dans le rôle. Donc, je vous mets une musique, la même que tout à l'heure. Je vous demande de vous mettre en intelligence collective. Le principe de l'agilité, c'est aussi de faire émerger de l'intelligence collective. Et ensuite, je passe dans les groupes et je dis, c'est quoi ton idée pour m'aider à faire changer l'habitude? Allez, ça joue. Bon, j'ai choisi une problématique plus professionnelle. Et avec Nicolas, nous allons avoir un feedback de chacun des groupes. Vous auriez préféré le deuxième sujet? Non. Difficile le deuxième sujet. Moi, je pense que c'est plus difficile. Allez, juste, j'ai besoin de votre feedback. Qu'est-ce que vous avez produit? Qui veut produire, qui veut proposer chaque groupe, j'ai besoin d'avoir 1 ou 2 idées, des pistes. Ouais. Donc en fait, voilà, on a pas mal discuté. Il y a quelque chose que voilà, j'aimerais bien exprimer par rapport à votre problème, c'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le collaborateur, donc que ça soit hiérarchique ou pas, a un sentiment de frustration généralement. Et la frustration vient du fait qu'il y a un flou, ne serait-ce que dans des fonctions supérieures. Chose que j'ai pu expérimenter de mon expérience professionnelle. On prend un consultant, donc que ce soit informatique ou pas, hein, c'est vraiment pas le problème. On a un consultant, ils sont un peu frustrés sur son travail, on sait pas forcément pourquoi. Et on a justement, voilà, votre rôle donc de supérieur hiérarchique qui va voir que vous voulez essayer au final de rentrer un peu dans sa carapace. Je pense que la première chose à faire, c'est d'un peu briser le flou entre vous deux en fait, entre les différentes strates, que vous compreniez bien quel est son quotidien, mais aussi que lui comprenne quel est votre quotidien. Parce que si généralement, en termes de consultant, on peut être là en mode oui, le manager il est là pour nous dire ce que je dois faire, il sait pas du tout qu'est-ce que je fais moi en fait tous les jours. Et je pense qu'il faudrait trouver un centre d'intérêt entre les deux. En fait, quelque chose qui permettrait en fait de briser cette carapace entre les deux personnes, sans trop rentrer dans le personnel, quand même garder un cadre professionnel, qui nous permettrait en fait de plus se rapprocher de l'autre personne, sans trop forcément déborder, et comme ça en fait comprendre l'autre, voire même proposer donc dans les entreprises de changer le rôle de la personne, en fait de permettre en une journée ou sur une semaine étalée de changer en fait les rôles. C'est-à-dire qu'un manager passerait consultant en consultant et que le consultant passerait manager, afin de découvrir l'univers de l'autre. Et je pense qu'une meilleure compréhension des rôles de chacun permettrait du coup une meilleure... Super, merci beaucoup. Donc j'entends une posture d'empathie, de savoir se mettre à la place, de trouver des moyens d'avoir un point de convergence, peut-être sur un hobby, sur un élément peut-être plus personnel. Ok, merci beaucoup. Une autre idée? Ouais. Non, je pitch tout à l'heure. Oh non. Oui, donc nous on a pensé à plus ou moins 3 phases. Première phase, sécurisation, c'est-à-dire vraiment... Comment la première phase? Sécurisation. Sécurisation. Ouais. C'est-à-dire vraiment le rassurer sur le fait qu'il ne va pas perdre son emploi, qu'il ait compris que c'est un bon élément, qu'il est important dans l'entreprise. On le rassure par rapport à cette position. Deuxièmement, en fait, on essaye de vraiment passer sur un questionnement ouvert pour lui faire cette prise de conscience en fait qu'il a mal agi.
En tout cas, qu'il n'a pas agi de manière appropriée. Donc vraiment, question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu penses qu'elle a ressenti? Voilà. Et en fait, le faire réagir comme ça. Et en troisième phase, vraiment, essayer de le mettre... voilà, cette prise de conscience passe aussi par la compassion, l'empathie, donc de se mettre à la place de Edita, en tout cas de cette collaboratrice à qui il a mal parlé. Super, merci beaucoup. Merci. Alors nous, on s'est dit qu'un entretien en bonne et due forme, ce serait cadrer trop les choses et du coup, ça empêche le dialogue. Donc on s'est dit qu'en fait, ce serait pas mal que de manière informelle, si on buvait un café ensemble, ça fait un moment pour qu'on puisse échanger. Et puis, durant cet entretien informel, lui demander qu'est-ce qui se passe. J'ai constaté, j'ai remarqué que ça n'allait pas fort avec Edita, que régulièrement tu étais plutôt sur de l'agressivité, voilà. Explique-moi un petit peu sans que forcément j'émette un jugement de valeur, parce que je suis pas là pour. Je suis là plutôt pour comprendre ce qui fait que tu as ce type de réaction. Et en parallèle juste après cet échange, peut-être aussi essayer de discuter avec Edita pour avoir son ressenti à elle et comprendre ce qui aurait pu créer ce type de conflit, semi-conflit, pas forcément encore explosif. Voilà, c'est plutôt ça notre approche. Ok, merci beaucoup. Qui voudrait rajouter quelque chose sur... Alors en fait, on est assez complémentaires avec ce qui a été dit, mais il y a un point qui est que la personne qui est en conflit avec l'autre personne et qui est tout le temps en train de lui reprocher des choses n'a pas forcément conscience qu'elle est dans ce mode de fonctionnement. Et donc il y a des méthodes pour faire prendre conscience délicatement que la personne elle est en train de dire des choses d'une manière incorrecte et peut-être que c'était sa manière de communiquer qui était comme ça et qu'elle est perçue comme ça. Voilà. Ok. Encore un feedback? Non? Alors, on va terminer. Ce que je voudrais que vous reteniez, si le sujet vous intéresse, c'est que là, vous venez de vivre une petite expérience assez simple d'intelligence collective où je vous pose une problématique qui aurait pu être évidemment plus spécifique à un contexte professionnel, mais vraiment d'être capable en tant que manager agile, avec votre intégrité, les valeurs que vous portez, votre authenticité, la confiance que vous donnez à vos équipes. Je dis la confiance parce qu'on sait très bien que dans le monde du business, quand un manager qui n'a pas su créer vraiment une relation de confiance et d'authenticité avec ses équipes pose une question à ses équipes en disant « Qu'est-ce que tu en penses ?» La plupart du temps, il dit « Ouais, c'est chouette ». Mais la probabilité pour que la personne pense le contraire est super haute. D'accord ? Donc, quand vous êtes face à des gens qui sont vraiment dans le signal hiérarchique fort, en dépit du fait qu'on se parle, on est sympa, on est dans des open space, on se tutoie. Vous comprenez, le signal hiérarchique, parfois, il empêche cette diversité de points de vue. Et cette diversité de points de vue, je pense que j'ai essayé de vous l'expliquer, elle permet d'être beaucoup plus à l'aise dans la complexité. Et le grand enjeu de l'agilité, des comportements à travailler, c'est comment collectivement être beaucoup plus lucide, beaucoup plus adaptable dans un monde qui change super vite. Et en fait, c'est vraiment le fond du fond de l'agilité. Et vous ne le faites jamais sans avoir des comportements qui sont adaptés. Donc là, merci pour vos différentes contributions. Donc généralement, nous, quand on intervient, il y a une grosse partie de notre accompagnement qui passe sur la communication, sur la façon de communiquer avec les autres, sur des choses agréables, mais surtout sur des choses parfois challengeantes et désagréables. Donc, moi, j'ai essayé de vous raconter un certain nombre de trucs sur l'agilité, sur l'agilité managériale. Il y a énormément de choses que je ne vous ai pas racontées sur les modes d'état d'esprit liés aux neurosciences. Je pourrais vous parler des neurosciences pendant pas mal de temps. Avant de terminer, et puis avant de laisser la parole à Rodolphe et Déborah qui vont vous présenter une initiative RH très intéressante en Alsace, est-ce que vous avez des questions? Mademoiselle. Moi, je
Ouais. Et puis du coup, une autre question qui est un peu liée, vous disiez que vous intervenez d'abord au top management puis Ninja. Donc est-ce que quand vous faites des missions, vous dites voilà, il y a cette première brique, on commence par ça, 5 mois, je pense que là on va voir. Exact. Non, c'est tout à fait... D'ailleurs, parfois, ça nous casse les pieds. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on sait très bien qu'il y a des conduites du changement qui, s'ils sont faits dans un certain ordre, peuvent produire des résultats. Et très franchement, nous avons raté des missions parce que nous avons dit ben non, tu veux pas changer ton codir, ça ne va pas le faire. Bon, il y en a d'autres qui vont le faire à ta place. Voilà, on a perdu des missions pour ça. Mais en revanche, les missions qu'on a pilotées avec un vrai programme de coaching, un vrai programme d'accompagnement des ninjas, etc., on a vu les résultats économiques, financiers, comportementaux des gens. Et donc là, nous, ça nous fait plaisir. Mais tant que cette brique n'est pas posée, et j'aurais tendance à dire la brique au-dessus, aller chercher les actionnaires aussi. Et je peux vous dire qu'aller chercher les actionnaires, généralement, le CEO dit déjà, tu t'occupes de nous et du CODIR, ça suffit. À la rigueur, aller challenger le conseil, les financiers, donc les actionnaires, à qui on va expliquer pourquoi pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, les résultats vont être en baisse, significatif, parce que les gens sont en train d'apprendre quelque chose de nouveau, donc il faut que les actionnaires soient d'accord. Imaginez-vous bien quand vous faites une transformation, j'ai dit c'est la bouilloire, mais c'est exactement quand vous devez changer 2 moteurs d'un avion en plein vol. C'est pas simple, d'accord ? Donc, réponse à votre question, oui, on a raté des missions parce que c'était pas éthiquement responsable de les prendre. Et votre deuxième, c'était... Oui, go, no go, ça c'est une condition. Et puis après, quand on a bien vu que l'équipe, elle est jamais totalement exemplaire, on dit on passe au ninja et après on cascade aux endroits où c'est le plus significatif. Généralement, c'est le tempo. Et parfois, on dit aux équipes ça sera 3 mois, mais en fait, au 3e mois, on se constate qu'il faut encore un 4e, un 5e mois. Sans quoi ça ne marche pas. Parce que vous savez ce qui se passe quand vous cascadez trop vite, vous faites un kick-off en disant « Chers amis, on fait une transformation ». Ah oui, ça fait la 3e fois que j'entends parler de ce truc. Nous, on a changé, ok ? Et puis, les équipes se mettent en mode agile, ils bossent, etc. Et ils voient que Roger et Mélanie, ou je ne sais plus comment elle s'appelait, Edita, ils continuent à se crêper le chignon. Mais c'est quoi votre truc ? Vous nous parlez de valeurs, etc. C'est n'importe quoi, nous on arrête. Vous comprenez ? Donc ça ne marche pas. Donc nous on est super vigilants en tant que coach à ce que tout ça, ça soit le plus possible aligné. Voilà un retour d'expérience que je voulais être... Enfin c'est assez clair en fait. Même si économiquement parfois... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah pardon, oui, il y avait une question, oui. Ouais, moi c'était une petite question par rapport à l'enchaînement logique de votre présentation. À un moment, vous disiez que ce qui se passait il y a 15, 20 ans, 10 ans, c'est plus possible de nos jours, et on l'entend souvent dans les conférences. Mais en termes logiques, c'est qu'est-ce qui a tellement changé ? Si on regarde la profitabilité des grandes entreprises, qui pour la plupart ne sont pas agiles, elle ne s'est jamais aussi bien portée. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait vraiment changer maintenant ? Qu'est-ce qui a vraiment changé ? En termes de profitabilité, on peut être très bien si on n'est pas agile. Donc, quels seraient vos 2-3 arguments ? Pourquoi est-ce qu'il y a 15 ans, on pouvait ne pas l'être, et pourquoi est-ce qu'il faudrait l'être aujourd'hui, alors que beaucoup d'entreprises ne le sont pas aujourd'hui et ont pourtant des rentabilités très importantes ? C'est une très bonne question. Quand nous, on commence une mission, on vérifie effectivement la profitabilité de l'entreprise. Et il y a des entreprises qui sont très profitables et qui n'ont pas besoin du tout de nos services. Elles sont profitables et d'ailleurs, la plupart du temps, elles vont jamais chercher des gens pour nous aider, enfin, pour que nous les aidions à se transformer. Ça marche. Ensuite, il y a des gens qui ont juste depuis des années une relation excellente avec leurs clients. Pourquoi les aider ou les accompagner à changer ? Non. Ensuite, il y a des gens où les gens sont plutôt engagés dans la boîte. Pourquoi les aider à changer ? Non. Mais en revanche, le patron vient nous voir en disant, tu sais, ça fait 6 mois que nos chiffres sont en train de baisser. En Pologne, en Roumanie, la plupart des gens du CODIR, ils disent, finalement, on a un modèle qui fonctionne pas trop mal. Et moi, je commence à m'inquiéter.
On peut très bien constater que on peut encore continuer 6 mois, 7 mois, etc. Et les chiffres, s'ils continuent à s'incliner significativement, là, ils vont dire, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à réfléchir à la problématique? Et c'est là où les gens nous invitent à discuter. Ou autre problématique, c'est la satisfaction client. Ou autre problématique, c'est le taux d'engagement ou le taux de mauvais engagement des gens qui parfois donnent des burn-out problématiques bien connues. Et c'est là où les gens disent, il y a un mode de fonctionnement qui n'est plus le bon, en dépit, là, pour le coup, peut-être de résultats excellents, et qui vont nous dire, il y a peut-être des choses à faire évoluer. D'accord? Donc, il y a des boîtes qui n'ont absolument pas besoin d'être agiles. Il y a des trucs en mode de production qui marchent très bien. L'agilité, elle est utile dans des situations complexes. Si la complexité n'est pas clairement traitée et qu'elle produit des effets indésirables, là, les gens commencent à nous dire « venez nous voir ». Mais il y a des boîtes qui la gèrent parfaitement bien et n'ont pas besoin de nous. Et voilà, la plupart des clients qui sont les nôtres sont les gens qui commencent à prendre conscience que s'ils continuent comme ça, ils vont droit dans le mur parce qu'ils ne savent pas traiter la complexité. Et la complexité, c'est la complexité de comment on fait et on exécute une stratégie, comment on exécute une synchronisation super rapide avec nos clients qui sont de plus en plus volatiles, et comment on fait qu'on intègre des gens qui viennent de cultures, d'âge, de pays différents. Et ça, c'est des trucs super complexes en mode projet. Voilà. Une autre petite question, ça va ? Bon, en tout cas, moi, j'étais très content de vous parler de ça. J'espère que vous avez compris l'enchaînement logique de certains de mes points de vue. Je suis à votre disposition, évidemment, pour vous répondre. Et puis, bonne soirée.